Et Politique Matin reçoit ce matin l'un des candidats aux élections législatives de samedi prochain. C'est déjà ce samedi et on revient dans la première circonscription avec Jean-Yves Mirakov qui est notre invité. Jean-Yves Mirakov, bonjour. Oui, bonjour la Guyane, bel bonjour tout le monde, bonjour Herman. Alors, vous allez au combat donc sous les couleurs de Nouvelle Force de Guyane, on en parle dans un instant. On sait que vous êtes un homme de terrain, un militant de terrain, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu qui êtes-vous et puis votre parcours, Jean-Yves Mirakov? Oui, tout à fait. Donc Jean-Yves Mirakov, 58 ans, père de 5 enfants. Il faut savoir que je suis moi-même petit-fils de l'immigration, puisque ma grand-mère, Sainte-Lucienne et Arawak de surcroît, a migré en Guyane au début des années 30. Donc elle a habité Maripasoula dans le cadre de l'activité aurifère, quoi. Et du coup, donc, je profite pour saluer également donc, les Arawaks de Guyane, enfin la population autochtone. Et donc, ma grand-mère a eu 12 enfants. Voilà, à l'époque, les gens faisaient beaucoup d'enfants, c'est plus comme maintenant. Mmh. Donc, elle a eu 12 enfants et donc ma mère, la cadette, qui est née également à Maripasoula, a grandi sur Saint-Laurent. Et elle a rencontré donc mon père d'origine européenne, puisque du côté paternel, mon grand-père venait de l'Est. De l'Est de l'Europe, et migré également, il a migré en France. Donc mon père est bien né en France et il est venu en Guyane rencontrer ma mère. Et cette union a donné 6 enfants, dont je suis l'avant-dernier, et Jean-Yves, quoi. Alors, depuis, vous avez fait du parcours, vous êtes en politique, Nouvelle Force de Guyane, qui présente un candidat sur la première circonscription. Pourquoi uniquement un candidat ? On présente un candidat sur la première circonscription, donc également j'ai mon suppléant, Louis Mike Calumet. Et sur la deuxième circonscription, nous avons donc la suppléante de Aldo Neyman, que nous présentons. Notre suppléante Saint-Cyr, Madame Saint-Cyr, qui est donc de la section Montignéry, Nouvelle Force de Guyane. Il faut savoir que Nouvelle Force de Guyane, nous sommes actuellement implantés dans 4 communes, c'est-à-dire Cayenne, Matoury, et également Montignéry, Tonnet-Grande et Saint-Laurent, avec des ambitions donc de nous déployer sur le département. Alors, est-ce que c'est un atout pour vous, Jean-Yves Mirakov, d'aller au combat avec évidemment le soutien de la sénatrice Marie-Laure Phinera-Horth Certains s'attendaient peut-être à ce qu'elle-même, elle se présente. Enfin bon, il y a eu beaucoup de rumeurs. Aujourd'hui, est-ce que c'est une carte que vous avez à jouer ? C'est une carte bien sûr qu'on a à jouer, mais Nouvelle Force de Guyane n'est pas que Marie-Laure Phinera-Horth, donc nous assurons la relève, dont moi, et puis d'autres militants qui sont en train de monter en ce moment, la jeunesse montante guyanaise qui arrive. Donc c'est vrai d'avoir cette carte de Marie-Laure Phinera-Horth qui est au Sénat est quand même un atout vis-à-vis d'autres partis qui ne peuvent pas se prévaloir de cela. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Marie-Laure Phinera-Horth. Nous avons également d'autres élus comme Chester Léonce qui est au niveau donc, de la collectivité territoriale. Nous sommes aussi implantés à la mairie de Cayenne. Donc vraiment, nous commençons vraiment à nous déployer. Alors, cette dissolution, Jean-Yves Mirakov, a été une opportunité pour vous, puisque là, dans un délai très court, il a fallu tout préparer, j'imagine, la campagne électorale. C'était le moment pour vous de vous présenter ? Non, je parlerai pas en termes d'opportunité. Nous sommes prêts. Un parti politique doit se tenir prêt et doit réagir. Donc voilà, la dissolution, on nous l'a imposée comme tout le monde, comme tous les candidats. Et donc, Nouvelle Force de Guyane a répondu présent dans cette élection. Est-ce que ce n'est pas un délai un peu court pour présenter vos arguments, mettre en avant tout ce que vous voulez défendre ? Il est clair que j'aurais voulu, bien sûr, parler un peu plus de moi, et puis avec les arguments qui m'intéressent, parce que moi, j'ai des choses à faire valoir de par mon parcours professionnel qui est très riche sur la zone Caraïbe, etc. J'aurais voulu vraiment prouver à la population que j'ai les capacités de pouvoir assumer ce poste de député. Mais bon, on fait avec, le temps est court, c'est rude, et mais ça fait partie du jeu. Nous sommes tous de toute façon à la même enseigne, donc voilà. Justement, qu'est-ce qui vous laisse penser, Jean-Yves Mirakov, que vous avez l'étoffe du député ? Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt justement pour représenter la Guyane ? C'est déjà ma vision de l'extérieur. Comme je disais, j'ai travaillé donc un peu à l'étranger. J'ai sillonné un peu le monde de par mon activité professionnelle. J'étais directeur commercial dans une grande compagnie aérienne sur laquelle j'ai eu l'opportunité d'exercer sur les Antilles, la Guadeloupe, Martinique, bien sûr la Guyane, ainsi que Cuba, en passant par Haïti,
et Saint-Martin, la métropole et tout. Donc toute cette expérience-là m'a permis de renforcer mon background, je dirais, politique. J'ai eu l'occasion donc de travailler avec des Suisses, avec des Allemands, quand on sait qu'il y a de la rigueur donc, dans ce genre d'activité, quand on travaille avec ces gens-là, la rigueur, et puis également la valeur de la parole donnée, donc il y a quand même une valeur. Donc j'estime avoir aujourd'hui des atouts à faire valoir dans cette élection, notamment au niveau donc, de ma posture, donc de ma capacité à faire passer mes idées, de ma capacité à pouvoir représenter la nation guyanaise, puisque je suis moi-même né en Guyane, d'origine guyanaise, enfin je suis cayennais, je suis guyanais, donc je sens que je suis à même de pouvoir amener au sein du Parlement quelque chose. Vous savez que vous êtes 5 candidats et vous dites tous quasiment la même chose, hein, la posture, etc. Qu'est-ce qui pourrait vous différencier des 4 autres ? C'est ma capacité aussi à pouvoir travailler en local et également au national. Moi, je suis quelqu'un de très relationnel, donc j'estime que d'abord, avant de pouvoir mener les projets au niveau donc, du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est déjà rechercher l'adhésion locale des élus locaux, des maires, de la collectivité territoriale, et je suis capable de le faire aujourd'hui. Donc si vous êtes élu demain, Jean-Yves Mirakov, vous prenez une certaine cohésion justement du travail des politiques. C'est ce qui manque selon vous aujourd'hui ? Mais tout à fait. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui est demandé aux députés. Normalement, le député, il est censé faire remonter les problématiques locales. Donc si vous n'arrivez pas à faire l'adhésion au niveau donc déjà localement, comment pouvez-vous travailler convenablement avec le gouvernement ? Il y a une espèce de cacophonie. Vous savez que c'est compliqué, Jean-Yves Mirakov. Vous avez suivi un petit peu le débat statutaire. Tiens, si on en arrive dessus, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé sur les 2 dernières années. Aujourd'hui, comment vous pourrez, si au soir du 6 juillet ou 7 juillet, comme on veut, si vous devez rassembler ou en tout cas travailler avec les élus locaux, quelle sera votre recette secrète, j'ai envie de dire ? Alors, il faut savoir que j'ai quand même participé aux copiles. 23 copiles sur 26. Donc, les 3 copiles que j'ai pas pu assister, c'était pour des raisons de déplacement, etc. Donc, j'estime avoir été très assidu et avoir bien suivi donc, ce dossier d'évolution statutaire. Si je suis élu, mais je pense qu'il faudrait aussi reposer le débat. Aujourd'hui, il faudrait reposer le débat, peut-être le remettre à l'étude en y intégrant un petit peu plus, si vous voulez, les forces vives du pays, la partie économique. Je pense qu'il y a dû avoir aussi certains loupés qu'il aurait fallu rattraper. En tous les cas, au moment où je vous parle, on n'a pas l'adhésion qu'on voudrait. Donc l'objectif, c'est de retrouver cette adhésion autour de cette évolution institutionnelle, pour pouvoir être capable de le porter au niveau du gouvernement. Parce que votre vision, quelle est-elle, Jean-Yves Mirakov ? J'imagine que c'est la même que le groupe, votre groupe, NFG, mais concrètement, si vous aviez les clés demain, il faudrait repasser par quelle case ? En tout cas, quel serait le schéma de votre travail sur ce dossier de l'évolution statutaire ? Moi, si je peux apporter ma contribution, ce serait surtout vers une autonomie donc raisonnée, une autonomie éclairée, parce que, comme je vous le dis, il faut que la population sache qu'est-ce que nous mettons à l'intérieur de cette évolution institutionnelle. Il faut arriver à expliquer, à être pédagogue, ce que je suis, puisque j'ai débuté ma carrière professionnelle au sein de l'Éducation nationale, donc je pense avoir ces qualités, en tous les cas je les ai, je pense même pas, je les ai, et je serai capable donc de pouvoir retravailler avec les forces vives, avec les politiques, et moi je suis un autonomiste éclairé. Voilà. Pourtant, quand Emmanuel Macron est venu, et vous l'avez entendu certainement comme moi-même, il a dit aux élus, mais écoutez, aujourd'hui, dans le cadre de l'article 73, vous pouvez proposer des habilitations. Vous avez la possibilité de demander la gestion spécifique dans certains domaines. Est-ce que ça, finalement, c'est pas déjà une réponse ? Parce que tout le monde, tous les élus, enfin tous les candidats déjà, surtout, veulent presque révolutionner les choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les élus n'ont pas les moyens de se positionner sur certaines thématiques spécifiques dans le cadre de cet article 73 ? Oui, certainement. Certainement, quand on regarde l'article 73, il y a quand même possibilité, effectivement, de se positionner. Mais l'histoire, quand même, nous rappelle qu'il y a eu déjà quand même de demandes. Quand le président de la République nous dit qu'il n'a eu aucune demande, on s'inscrit en faux localement. Donc, non, ça n'a pas abouti. Donc, en fait, on reste toujours dans un système où, même si vous proposez dans le cadre de l'article 73,
ça reste au libre arbitre du président de la République. Autre sujet qui concerne les Guyanais, c'est le foncier. D'ailleurs, le député sortant en a fait son cheval de bataille. Est-ce que vous, sur ce dossier-là qui traîne depuis des années, c'est un dossier récurrent, vous pensez pouvoir sortir un élément du chapeau pour qu'on puisse avancer et que les Guyanais puissent se réapproprier une partie de leur terre? Alors, en ce qui me concerne, mon positionnement sur le foncier, il est aussi dans le sens où, effectivement, il faut que la Guyane puisse récupérer du foncier. Après, partir dans l'idée de dire qu'on nous voudrait 100% du foncier, je pense qu'il faut être un peu raisonnable et procéder par étapes. Et travailler justement avec les élus locaux, avec la population, trouver l'adhésion nécessaire pour porter les projets avec la collectivité territoriale. Bien sûr, on oublie souvent qu'on a quand même une collectivité qui est là aussi, parce que quelque part, c'est l'interlocuteur privilégié au niveau donc, du national. Donc on ne peut pas se passer de la collectivité territoriale, qui est un outil, qui est une clé. Et pour moi, c'est important que la collectivité territoriale se saisisse de ce problème de foncier, pour pouvoir travailler ensemble et voir step by step comment on peut avancer au gouvernement les arguments nécessaires par rapport à l'aménagement du territoire, par rapport au projet guyanais, et savoir comment on peut demander carrément par rapport au projet, voilà, on veut telle superficie, qui va la gérer, comment, de quelle manière, quelles sont les priorités, de quelle manière. En fait, le gouvernement veut quand même savoir que le projet est quand même un peu abouti. Et déjà, il veut ressentir la cohésion guyanaise qui aujourd'hui n'en est pas. Alors, on va parler des blocs en présence dans un instant. J'imagine que vous avez beaucoup à dire dessus. Mais parmi ces groupes politiques là, qui risquent d'arriver au pouvoir demain, il y en a qui veulent revenir sur le droit du sol, qui est une question qui nous concerne évidemment en Guyane. Vous seriez partisan à revenir sur cette loi du droit du sol ou pas ? Je dirais que je serais partisan de revenir sur le droit du sol, dans la mesure où ça permettrait un petit peu de mettre un point d'arrêt sur un certain nombre de choses. Mais il faut savoir aussi que je suis aussi pour pouvoir trouver des solutions pour ceux qui sont déjà là. Donc c'est pas mettre un droit du sol pour mettre un droit du sol, c'est mettre un droit du sol de manière à pouvoir un petit peu stopper, freiner une certaine forme d'immigration. Mais à côté de cela, il faut aussi travailler avec ceux qui sont déjà là, même s'ils sont sans papier, ils ont le droit d'exister. Mais quelle solution, Jean-Yves Mirakov? J'entends ce que vous dites, il faut trouver des solutions, mais on sait bien que la Guyane souffre d'une réalité économique qui est encore plus forte, un taux de chômage qui est encore plus élevé qu'ailleurs. Les métiers, j'imagine qu'on ne les sort pas d'un chapeau. Quelles sont les solutions que l'on pourrait mettre en œuvre pour réguler, en tout cas, cette immigration qui est parfois non voulue? Non, mais de toute façon, ça va être très compliqué de dire que moi, j'ai la baguette magique pour pouvoir réguler donc, l'immigration, qu'elle soit clandestine ou pas. Donc, c'est quelque part du régalien. Mon rôle de député serait justement de travailler avec le gouvernement pour essayer de limiter et de diminuer. Donc, vous dire aujourd'hui que tout seul, en tant que député, je vais dire demain que je vais stopper l'immigration comme ça clandestine, c'est s'inscrire en faux et c'est promettre des choses qu'on ne saura pas tenir. Alors, les blocs en présence, on les connaît, le Front Populaire, le nouveau Front Populaire, le Rassemblement National, LR en partie, et puis le mouvement présidentiel. Demain, vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous vous positionnez de quel côté ? Alors, en ce qui me concerne, le positionnement, il est clair. Si vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes pas entendu. D'accord. Alors, est-ce une inintelligence de dire qu'on pourrait se mettre dans la majorité tout en étant indépendant ? Comme le fait votre sénatrice d'ailleurs, qui siège du côté de la majorité au Sénat. Par exemple. Et ce ne serait pas illogique d'être dans la lignée si on veut être plus performant. Donc vous êtes plutôt de tendance macroniste alors ? Plutôt tendance macroniste, tout à fait, mais on ne vote pas Macron. Nous ne sommes pas Macron forcément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que qu'en siégeant dans la majorité, ou en tout cas dans le parti d'Emmanuel Macron, on peut s'opposer à certaines de ses décisions ou à certains de ses choix ? En tous les cas, oui, bien sûr, on a la liberté de voter pour lorsque c'est intéressant pour la Guyane, et de dire non, on vote contre lorsqu'on considère que
ça n'a pas d'impact ou que ce n'est pas bon pour l'avenir du pays. Ce qu'on reproche souvent à nos députés, c'est soit leur manque de présence, le fait de ne pas siéger régulièrement. On reproche aussi le fait de ne pas prendre part à certaines commissions importantes. On reproche souvent à nos députés d'aller faire de la figuration. C'est votre avis ou pas ? Non, moi je suis, franchement ce matin, et je l'ai toujours dit depuis le début de ma campagne, je ne suis pas dans une campagne de dénonciation, de délation, etc. Moi, c'est pas ma politique. Bon, mais vous pouvez juger quand même le travail de nos députés. Oui, je peux dire que si je devais donner une note, puisque j'ai été professeur des écoles, je dirais insuffisant, voire médiocre. Je pense qu'il y a matière à mieux faire, et je m'attacherai en tous les cas à faire le job. Insuffisant pourquoi ? Parce que généralement, et ça je le dis à tous les candidats, c'est peut-être facile de critiquer, ou en tout cas d'analyser de manière défavorable le travail des autres, mais quand on a le pouvoir, en tout cas quand on est à la manette, la réalité n'est pas du tout la même. Comment aujourd'hui vous estimez pouvoir faire évoluer certains points sur lesquels d'autres ont échoué depuis des années, parce qu'on parlait du foncier, mais il y a plein de sujets, là, les aménagements routiers, etc. Comment aujourd'hui changer les choses ? Alors, donc le député, il est à Paris, à l'Assemblée nationale, d'accord, donc Palais Bourbon, et il est aussi en Guyane, donc il a une double action. Il a l'action au Palais Bourbon où il est censé donc être le législateur et le contrôleur, c'est son rôle au niveau de la loi, etc. Mais il est surtout en circonscription, et quand il est en circonscription, il a une autre mission, qui est d'être à l'écoute des préoccupations des élus et de ses habitants. Alors il y a une strate peut-être que nos députés sortants ont oublié, c'est être à l'écoute des préoccupations des élus. Je pense que déjà, il y a un déficit à ce niveau-là qu'il faudra combler. Ça, c'est mon point de vue. Et donc le rôle du député, c'est également être, si vous voulez, la courroie de transmission, le lien privilégié qu'ils doivent avoir avec les administrations, voire même l'Union européenne, sur laquelle toutes ces institutions... Est-ce que ça, c'est pas sur le papier, Jean-Yves Miracoff ? Est-ce que dans les faits, on peut le faire ? Parce que, mine de rien, quand même, le député a du boulot. Hein. Oui, mais il faut le dire, le député en lui-même. C'est vrai que quand on regarde, on nous dit, oui, bon, on vous impose des lois et on vous dit, voilà, il faut voter pour ou contre, etc. On a quand même des leviers, on peut siéger dans une commission. Alors on va me dire, ouais, mais les commissions, tu peux être retoqué. Mais bien sûr. Mais aussi, il y a l'art et la manière d'amener dans la commission. La langue française, vous mettez une virgule, vous changez un mot, vous le déplacez dans une phrase, ça peut tout chambouler et tout changer. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, l'action du député, il faut qu'elle soit aussi réelle, visible. C'est pas que au niveau de l'Assemblée nationale, quand on sait que c'est pas évident. Et en plus, si vous n'êtes pas dans la majorité, voire si vous n'êtes même pas dans un groupe, vous êtes non inscrit, on vous entend même pas. L'idée, c'est quand même d'être un petit peu, je dirais, c'est de l'intelligence politique et de pouvoir créer donc c'est des relations, de l'entretien, s'appuyer sur ce qui existe déjà. Moi, je m'appuierais sur les relations que nous avons déjà par rapport au Sénat. Et donc, c'est justement faire valoir cette particularité guyanaise que nous pouvons avoir, même si des fois le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Vous voulez vous baser sur le réseau, si j'ai bien compris. C'est très important. Mais on sait bien que pour avoir du réseau là-bas, il faut avoir des entrées. Donc vous avez parlé des entrées via la sénatrice Marie-Laure Phinera-Hort de votre groupe. Mais demain, est-ce que vous ne craignez pas le fait de récupérer finalement un passé de nos députés guyanais qui, dit-on, pour certains, se sont fait remarquer plutôt défavorablement à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne craignez pas d'hériter d'un passé un peu lourd ? Non, dans les différentes fonctions que j'ai eues au niveau de ma carrière professionnelle, vous pouvez arriver sur un poste sur lequel votre prédécesseur avait tout faux, il était parfois même décrié, et on vous dit, tiens, voilà, vous allez remplacer quelqu'un qui a rencontré des problèmes avec les syndicats, etc. etc. Donc j'ai l'habitude de gérer ce genre de choses. Une fois que j'arrive en poste, que ce soit en tant que député ou ce que j'ai fait auparavant, il faut savoir travailler, avoir du lobbying, repérer ce qui n'a pas été fait et gagner la confiance qui a été perdue. Justement, sur la confiance auprès de la population, vous parliez un petit peu de l'organisation du député une fois élu. Ce qu'on reproche souvent aux députés ou même aux élus de manière générale, c'est que pendant la campagne, ils frappent aux portes, ils sont présents, ils viennent voir la population. Et puis une fois élus, ils oublient la population. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend quand on va sur le terrain. Vous devez l'entendre aussi, vous, durant cette campagne. Comment aujourd'hui vous pouvez vous projeter
dans une organisation où il va falloir aller à Paris, vous l'avez dit, il va falloir siéger à l'Assemblée nationale, parfois des nuits, il va falloir revenir ici pour des réunions, où et comment trouver le temps pour garder ce contact avec la population? Il faudra s'organiser, il faudra faire en sorte de rendre plus robuste la communication. Aujourd'hui, les gens, c'est les réseaux sociaux. Il faudra communiquer. Et ils ont besoin de contact quand même. En direct, mais oui, mais j'ai fait l'annonce d'ailleurs sur un de vos confrères lundi, et ça a été pris un petit peu à la rigolade, mais je le répète, moi le contact, il est forcément en local. Lorsque vous avez une permanence parlementaire qui est là justement pour assurer le relais local en circonscription, et moi j'avais parlé justement lundi que j'ai été prêt à mettre en place une ligne directe une fois par semaine avec la population, et les gens pouvaient m'appeler en direct pendant un laps de temps quand ils ont des difficultés, soit à contacter la permanence, ça peut arriver, la permanence n'est pas forcément disponible, ou si jamais ils ont des sujets très sérieux et urgents, ça me pose aucun problème d'être en contact direct. Est-ce que ce ne sont pas les promesses de campagne, ça, Jean-Yves Mirancoff? Écoutez, vous allez voir, votez pour moi et vous allez voir. Est-ce que dans les faits, vous pensez pouvoir mettre en œuvre toute cette organisation qui est quand même lourde, enfin vous le savez? Quand on veut, on peut. Je pars du principe, quand on veut, on peut. Il faut se donner les moyens. Aujourd'hui, c'est la politique autrement. C'est notre leitmotiv à Nouvelle Force de Guyane. Servir, d'accord, et réussir ensemble. Vous avez parlé de cohésion du travail entre élus. Si demain, vous arrivez donc au Palais Bourbon, vous êtes prêt à travailler avec Gabriel Serville, avec les autres députés, les autres parlementaires, les maires des différentes communes? Tout à fait. Tout à fait. Et la première démarche, une fois élu, c'est déjà d'aller dans chaque commune, rencontrer les maires, rencontrer la population, travailler avec... Bon, on sait bien qu'il y a certaines tensions ici et là, dans certaines communes. Sans parler de Cayenne, que vous connaissez bien, mais comment aujourd'hui vous allez traverser toutes les rivalités politiques locales? Moi, je pense qu'il faut faire fi des rivalités politiques. Il faut aller au contact des maires, il faut aller au contact de l'exécutif local, se présenter, expliquer la feuille de route qu'on veut mener, et dire clairement, l'exprimer clairement, parce que certains disent ouais machin, je vais travailler avec tout le monde, mais il faut l'exprimer clairement. Mais c'est ça, qu'est-ce qui vous réunit aujourd'hui? C'est des valeurs, qu'est-ce qui vous rassemble, vous élus de Guyane, aujourd'hui en 2024? Moi j'ai 3 valeurs que j'ai à cœur. C'est l'exemplarité, d'accord, dans ce qu'on fait. C'est aussi la pugnacité, d'accord, ne rien lâcher et être toujours présent pour la population, pour la nation guyanaise, et l'efficacité, parce qu'un élu sans résultat, voilà, je suis désolé, quoi. Et on attend des résultats, la population attend des résultats. C'est ça, il nous reste 2 minutes encore. On sait que la Guyane est une terre de jeunes, une population très, très jeune qui quand on fait des micro-trottoirs, ne sait pas trop, est un peu perdue par rapport aux élections, parce qu'elle se dit, mais les élus ne font rien pour eux. Quelle réponse vous avez à apporter à cette jeunesse-là qui est en attente de solutions, qui est en attente de pistes concrètes pour elle? C'est un peu vrai, je prends la défense quand même de la jeunesse. Moi, quand je regarde effectivement, aujourd'hui, c'est toujours pas facile pour eux de se retrouver. Quand on regarde qu'il faut aller dans plusieurs endroits pour pouvoir être reconnu, il faut aller à France Travail, il faut aller dans les missions locales, il faut qu'ils soient un peu éparpillés en fait. Et aujourd'hui, le jeune, il a besoin d'un point d'entrée unique, il a besoin d'un guichet unique qui va pouvoir le diriger, qui va pouvoir lui amener des solutions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, le travail aussi du parlementaire, c'est de travailler et réfléchir sur ce guichet unique qu'on pourrait proposer aux jeunes Guyanais. Et puis, travailler également avec les forces vives, intéresser les entreprises pour que les entreprises jouent le jeu dans la formation, que le RSMA également, c'est déjà le cas. Le RSMA fait des formations. Et tout ça, c'est des choses à mettre en synergie avec France Travail et bien d'autres intervenants, quoi. Ce serait l'une des clés pour arrêter de stigmatiser une partie de la jeunesse qui est souvent prise en étau entre ils ne font rien, etc. Et puis il y a un lien qui est vite fait avec l'insécurité, la délinquance. Oui, c'est ça, il faut pas non plus stigmatiser. Moi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire des choses. Je prends l'exemple de Camopi, par exemple. Camopi qui est quand même une commune éloignée. Il y a beaucoup de jeunes de Camopi qui auraient aimé aussi avoir des formations intéressantes et tout. Il faut s'intéresser à ces jeunes-là. Moi, je serais le député qui serait pour encourager et pour amener
des jeunes Camopiens en formation sur Cayenne pour qu'eux-mêmes puissent revenir sur leur site pour être instituteurs, pour être magasiniers, pour être... Et en fait, c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire, mais je crois que les jeunes nous tendent la main et c'est à nous de leur apporter les solutions. Alors, il vous reste une minute, Jean-Yves Mirakov, pour convaincre peut-être les sceptiques, ceux qui vous écoutent ce matin sur Mo News Radio et qui n'ont pas encore fait leur choix, là, à 4-5 jours du vote. Le temps va être très court, le temps est compté. Qu'est-ce que vous leur diriez ce matin ? Alors moi je dis aux électrices, aux électeurs de la première circonscription qu'il me reste un peu moins de 90 heures pour les convaincre, parce que quelque part, moi je m'adresse aux indécis. Quand je vais sur le terrain, je discute avec les personnes et elles me disent... Excusez-moi. Et elles me disent qu'effectivement, très souvent, on a déjà fait notre choix, on sait pour qui on va voter. Donc aujourd'hui, le temps qui nous reste, les 90 heures, c'est de convaincre les indécis, et c'est surtout de dire aux électeurs et aux électrices qu'il faut aller voter. Parce que l'abstention va peut-être pas être favorable aux candidats peut-être qui souhaiteraient. Est-ce que c'est le principal adversaire, ça, l'abstention ? Parce qu'on sait qu'on est fin juin, il y a des gens qui sont partis en vacances. Oui, bien sûr. C'est ce que vous craignez le plus en tant que candidat ? Bien sûr, l'abstention joue un grand rôle, surtout dans ce type d'élection-là. Donc il faut vraiment voter au premier tour pour le candidat que vous souhaitez. Et que moi, je ferai tout mon possible pour les représenter au mieux, mettre toute ma capacité, toute mon énergie, toutes mes forces, pour qu'enfin la Guyane puisse se montrer digne d'être représentée au Palais Bourbon. Jean-Yves Mirakov, on vous remercie. J'imagine que la campagne, là, comment ça se passe ? Tout est OK, tout se passe bien sur les... Vous avez dit 90 dernières heures, effectivement. Vous les avez comptabilisées. Tout est pas parfait à votre niveau ? Oui, ça c'est mon côté un petit peu, je dirais, gestion. Les 90 heures, oui, tout est fait, tout est parfait, tout est programmé. Et je suis carrément taqué jusqu'à jeudi soir à minuit. Jean-Yves Mirakov, merci. Bonne journée. Merci Armand de m'avoir reçu. Merci à la population de m'avoir écouté. Merci Jean-Yves Mirakov. Bonne journée. Merci, au revoir.